Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. Alors, celui-ci va être consacré à Genesis. C'est un groupe très connu. Il fait partie vraiment des groupes les plus reconnus de la pop musique anglo-saxonne. Et voilà, c'est un groupe important. Il a en lui des gens qui ont fait des carrières extrêmement importantes aussi dans ce milieu-là, comme Phil Collins ou Peter Gabriel. J'ai fait ce podcast, j'ai eu l'idée de faire ce podcast à partir de notes que j'avais prises il y a beaucoup d'années. Et en fait, je les ai relues, j'ai travaillé dessus. Et donc j'ai trouvé en fait quelque chose qui pourrait être très cohérent. J'ai fait aussi pas mal de notes sur d'autres artistes et groupes. Et c'est vrai que peut-être que ce que je viens de faire là est un début en fait à un livre beaucoup plus vaste sur justement cette pop rock anglo-saxonne. C'est un groupe qui a commencé fin années 60 en Angleterre. Donc ils ont sorti un premier album qui s'appelle From Genesis to Revelation. C'était un disque à l'époque, c'était format disque. C'est un album qui est resté dans les bacs. Voilà, personne n'a vraiment écouté. En fait, c'est vrai que moi personnellement, je l'ai déjà entendu. Et ça ressemble à du mauvais Moody Blues. En fait, au début des années 70, le groupe va s'installer à la campagne anglaise. Ça, c'est très important. C'est vraiment une étape fondamentale dans le groupe. C'est-à-dire que c'est un groupe en fait baba cool. Donc ça fait partie de ces groupes, de cette génération même, du début des années 70, qui a décidé de rompre complètement avec la ville et en même temps avec le consumérisme de la cité. Donc voilà, première étape, ils vont s'installer dans la campagne anglaise et ils vont produire les premières chansons qui vont vraiment être importantes pour ce groupe-là. Donc qui vont faire partie de leur vrai premier album, qui est leur second, qui s'appelle Trespass. Genesis est très connu pour être un groupe théâtral. On le reconnaît comme étant vraiment le groupe théâtral du rock. Or, justement, il va théâtraliser, en fait, ou conceptualiser à travers ce théâtre. C'est plutôt un concept que Genesis va développer, ça va être l'anticonsumérisme. Donc, à la base, il va se servir des histoires de Lewis Carroll, comme Alice au Pays des Merveilles ou de l'autre côté du miroir, pour en fait théâtraliser, pour expliquer sa propre conception du consumérisme, ou en fait son anti-consumérisme. Avec Lewis Carroll, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de solutions. Le personnage principal, Alice, est une petite fille qui dort et qui en fait est obligée de se réveiller. Donc en fait toute la symbolique, elle est très explicite. On parle d'une personne qui a tendance à se valoriser à travers ses propres fantasmes, c'est-à-dire que elle est plus dans ses fantasmes que dans la réalité. Elle vit plus avec disons son image qu'elle a d'elle-même que forcément que ce que dans la réalité elle produit. Lewis Carroll aurait pu écrire un livre 3 fois plus gros, où Alice, pour une question d'expérience de vie, aurait pu passer par 3 fois plus de choses. Telle n'est pas la question ici. C'est-à-dire que c'est le message du fond qui est important. Et les symboles, c'est juste pour servir de moyen. En fait, le but du livre est de passer en fait de l'inaction du rêve à l'action de la vie. Donc de passer du fantasme à la réalité. Tout ce qui est symbolique dans Alice au Pays des Merveilles, c'est pour mettre Alice en garde contre le fait de ce que peut entraîner la passivité de son propre fantasme, ce que le fantasme en tant que passivité peut entraîner chez l'individu. C'est tout ce processus-là
du fantasme à la réalité que Genesis va développer d'une façon à transmettre un message pour la jeunesse. C'est-à-dire que en fait, l'individu ne peut que se valoriser, ne peut que atteindre sa propre liberté, que en sortant de ses propres fantasmes et en les vivant pleinement dans la réalité. Genesis essaye un petit peu de montrer que tout ça n'est pas dû au hasard, qu'il y a des causes à tout ce système consumériste. Et ces causes sont aussi un petit peu la complaisance. Alors en 1976, Phil Collins va se retrouver tout seul à la tête des Genesis. Donc Peter Gabriel les a quittés l'année d'avant. Phil Collins, il reprend en fait l'univers de Genesis, là où Peter Gabriel l'a laissé. Les personnages que vous voyez là, ainsi que la situation qui est présentée, ne sont pas en fait les amis de la société. Donc, ce sont même des gens qui n'ont pas leur place dans la société, tout simplement parce qu'ils ont avancé contre nature. C'est parce qu'il y a le consumérisme qu'ils ont pu avancer contre nature. Alors il faudrait peut-être revoir la notion de ce terme, de ce que c'est que le consumérisme, et peut-être traduire tout cela par l'envie de possession, tout simplement, et de savoir justement à quel niveau du stade de l'évolution humaine cette envie de possession s'enracine en fait dans l'homme. Et ça, on le verra plus tard. Alors maintenant, intéressons-nous à cet aspect contre nature que les Genesis ont développé aussi dans leur propre univers. Par exemple, ça commence avec Genesis Live, donc c'est en fait un live, un spectacle de 1973. Peter Gabriel, il a sur la tête comme ça un masque un petit peu triangulaire. En fait, il s'agit là d'une figure géométrique à ligne droite, et où on voit au centre le visage comme ça d'une personne un petit peu étrange, maléfique. En fait, c'est une représentation aussi. On est dans la représentation théâtrale à ce moment-là, en plein dedans. Et c'est un personnage en fait qui symbolise un peu l'individu qui n'arrive pas à mettre des mots sur sa propre souffrance. Dans l'album studio de la même année, qui s'appelle Selling England by the Pound, sur la pochette principale, vous avez Alice qui est en train de dormir là où les autres personnes sont en train de jouer. Donc voilà, ce sont deux activités complètement différentes, dissociées, et qui sont comme ça étrangement entrecroisées. Ça aussi, ça sert à exprimer en fait cette position de l'aspect contre nature. Dans l'album de 1974, qui s'appelle The Lamb Lies Down on the Broadway, toutes les images, c'est des images très cinématographiques, et elles sont toutes sont parlantes sur ce sujet du contre-nature. Donc aller à l'inverse de ce qui est le processus naturel chez l'individu. Dans l'une d'elles que j'ai pris, vous voyez le personnage de Raël. Donc en fait c'est Peter Gabriel qui a créé un personnage qui s'appelle Raël, qui est celui-ci. Ça n'a pas vraiment une connotation ésotérique pour les Genesis. Simplement Raël, ça se rapproche beaucoup du mot real. Et real en anglais ça veut dire réel. Voilà le personnage qui essaye de traverser le courant d'une rivière. Donc forcément en le traversant il est à contre-courant. Donc voilà, c'est toujours cette symbolique-là qui revient dans l'œuvre des Genesis. Et tout l'album Lamb Lies Down on Broadway est un petit peu dans ce sens-là. Toute cette imagerie cinématographique va un petit peu à l'encontre de ce que l'on vient de voir ici. On peut dire que Genesis a eu deux phases dans sa musique. Dans les années 70, les Genesis, ils étaient vis-à-vis de ce processus du consumérisme, c'est-à-dire ils gardaient une certaine distance, ils critiquaient,
ils n'agissaient pas. Ils n'étaient pas dans l'action, ils n'étaient pas dans la revendication politique, dans l'action politique. C'était un regard beaucoup plus intellectuel vis-à-vis du consumérisme qu'il est devenu dans les années 80. Dans les années 80, Genesis a un petit peu changé de méthode. C'est-à-dire que vraiment le message de Genesis a été toujours le message de l'action. Il n'y a que l'expérience qui justifie la vie. C'est-à-dire que le consumérisme apparaît aussi sous le masque de l'expérience. Le consumérisme induit que consommer, c'est faire de l'expérience. Or, l'expérience est quelque chose qui n'a rien à voir avec le consumérisme, qui ne peut pas être comprise sous le prisme du consumérisme. On ne peut pas rester sur ce terrain-là pour pouvoir penser qu'on vit une vie pleinement réussie en défendant des positions consuméristes. Donc, en fait, l'expérience nous induit complètement vers quelque chose de différent. Et c'est ce que vous voyez, par exemple, dans la pochette de Trespass. Il n'y a pas d'alliance possible entre l'action, entre le fait d'agir, qui va produire de l'expérience, et le consumérisme. Il n'y a pas de idylle, comme il est montré ici. C'est toujours la liberté qui, au fond, apporte quelque chose de sain au niveau du fond de la personne. Si la personne n'a pas envie de liberté, de ce que c'est que cette notion de liberté, elle ne peut être qu'induite par le consumérisme, qui prend la place de cette liberté. C'est l'envie de liberté qui donne envie d'agir. Donc liberté, action, expérience. Alors effectivement, quand on fait de l'action, on veut la réussite, on agit pour une certaine réussite. Mais la réussite n'est pas, si vous voulez, le fondamental. La réussite est déjà dans l'action, et déjà dans le fait d'agir. Agir, c'est déjà réussir. Genesis a toujours mis un personnage très sombre dans cet élan de la faculté humaine, et ce personnage très sombre, c'est le consumérisme. Donc en fait, quand on regarde un petit peu Alice au Pays des Merveilles, on voit bien que en fait, le rêve, le fantasme n'est qu'un jeu. Mais le but du jeu, c'est que ça puisse prendre fin. C'est toujours un message qui va de la passivité du fantasme à l'action dans la vie. Pour illustrer un petit peu ce processus de la mythomanie humaine, Genesis s'est beaucoup servi de l'imagerie cinématographique. Quand vous regardez par exemple la pochette de And Then We're Free, vous voyez parfaitement des personnages de cinéma, et même à la limite ces concerts où les décors de cinéma étaient un petit peu mis en perspective. Tout ça c'est fait un petit peu pour dénoncer un petit peu le cinéma, en fait, que l'individu mythomane se fait moderne, l'individu mythomane moderne se fait un peu à lui-même. L'ennui est un facteur, est un outil très puissant aussi du fait que le consumérisme aussi ait beaucoup de succès. Peter Gabriel en solo et Phil Collins en solo, ils ont fait la même chose qu'ils faisaient avec Genesis, simplement d'une façon un petit peu plus personnalisée. Alors tout est une question après de savoir lequel vous préférez, si c'est Peter Gabriel, si c'est Phil Collins. Phil Collins, il se distancie, il arrive en solo à se distancier complètement de ce qu'il a fait avec Genesis. C'est complètement séparé. Donc il y a des gens qui préfèrent ça. C'est pas le cas avec Peter Gabriel. Je pense qu'il a toujours un petit peu gardé un petit peu ce côté-là genesisien. Si je dois maintenant vous parler de quels sont les meilleurs albums de Genesis, j'ai envie de vous dire que Nursery Crime est peut-être le meilleur album avec Peter Gabriel, parce que les fondements de cet album-là, ils sont quand même classiques, ils sont assez évidents dans le classicisme.
Sinon, avec Phil Collins, peut-être Wind and Wuthering, qui pose un petit peu vraiment les bases de cet étonnant personnage qui est devenu en solo Phil Collins. Donc voilà, je crois que c'est un album très clair aussi là-dessus, sur sa carrière personnelle, sur sa façon de conduire sa carrière personnelle. Beaucoup de fans ont préféré à un certain moment comme album Selling England by the Pound. Alors c'est un album effectivement qui qui reflète un petit peu beaucoup ce que toute cette qualité de la pop anglaise des années 70, un petit peu cet âge d'or. Moi, pour moi, c'est pas le meilleur album. Par contre, j'aime bien Tony Banks, qui est le synthétiseur du groupe, dans les derniers moments du titre de Cinema Show, où il reprend un petit peu le titre éponyme, Selling England by the Pound, est très dialectique et très, très surprenant à écouter. Voilà. J'espère que ce podcast, en tout cas, vous a éclairé sur un des groupes fondamentaux de la musique actuelle. Le podcast est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.